Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo papotage car ça faisait un bon bout de temps que je n'avais plus tourné de vidéo sur ce thème-là en particulier. Et je voulais revenir ici sur on va dire une petite critique rapidos, mais assez longue j'ai envie de dire parce que j'ai pas mal de choses à dire concernant une série de super-héros que je ne m'attendais pas du tout, que j'avais complètement zappé et que c'est complètement sorti de ma tête, à savoir faire une critique sur la série Spider-Noir. What are you thinking about over there? Bit of an existential crisis, if I'm honest. Struck a nerve, huh? Donc en gros, c'est une série qui retrace un Spider-Man des années 30. Un Spider-Man qu'on a déjà croisé dans le film Into the Spider-Verse. Et ici, c'est un Spider-Man qui va être incarné par Nicolas Cage. Et j'avais vu les trailers. Je devais même faire un trailer sur la chaîne, mais bizarrement, YouTube a décidé de me bloquer la vidéo parce que je n'avais pas les droits de réagir. Alors que tu as combien de personnes sur YouTube qui ont le droit de réagir? Et moi, je n'ai pas le droit. Donc, gros foutaise. Et surtout, c'est que j'avais complètement zappé le projet en particulier. Genre, je ne faisais quasi plus attention. J'avais juste vu les trailers de mon côté et quelques photos de tournage, rien de plus. Et après, je m'étais dit, est-ce que je vais regarder ça? La question était ça. Et il y avait un soir, c'est-à-dire juste avant que je commence mon boulot, 2 semaines avant que je commence mon boulot, je m'étais dit, bon, pourquoi pas me lancer dessus? Voilà. Pourquoi ne pas me lancer dessus? Regarder un peu ce que ça donne et après donner mon avis. J'ai déjà entendu l'avis non spoiler du rat de Gotham. Et je dois dire que lui il a plutôt bien aimé. Alors je peux te dire, alors ça va peut-être me plaire. Et résultat, on va dire que je suis un petit peu en demi-teinte. Mais je vais tout détailler ça dans cette vidéo. Alors au niveau synopsis, on a affaire à un Spider-Man qui a raccroché. Et ce Spider-Man là, c'est Ben Reilly qui est détective privé. Et ça fait longtemps qu'il a raccroché sa carrière de justicier. Après qu'il ait perdu sa femme. Et là, je pense c'est 10 ans plus tard ou 5 ans, quelque chose comme ça, je sais plus. Bref, il décide de remettre le costume quand le baron, à savoir Silverman, va tenter de s'emparer de la ville, puisque c'est un baron c'est un malfrat. Et il a pour but, Ben a pour but de traduire Silverman en justice. Voilà, et dans ce cas-là, il va rencontrer des alliés, mais aussi des ennemis qui vont l'aider et mettre des bâtons dans les roues à Ben. Voilà à peu près le synopsis de la série, enfin de cette première saison. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres par la suite. J'ai pas vraiment de relation en particulier avec avec cette série. Je n'ai pas vraiment de relation, dans le sens où ce Spider-Man là, je ne l'ai vu que pour l'instant 2 fois. Mais ma première fois que je l'ai vu, c'était pas dans le film Into the Spider-Verse, non. C'était dans le jeu Spider-Man Dimension. C'était un jeu où tu pouvais incarner 4 Spider-Man. Et ce Spider-Man là, le Spider-Man années 30, on va appeler ça comme ça, tu pouvais y jouer. Et là tu faisais face à des ennemis tels que Hammerhead, le Vautour et le Bouffon. Dont j'ai pu me renseigner un peu plus sur cet univers là et l'histoire de ce Spider-Man là. Et elle est assez sombre, franchement assez particulière. Pas du tout la même comme la version Amazing, la version classique ou même la version Ultimate, c'est pas tout à fait pareil. On a une réécriture totale de l'origin story et ça je m'étais dit... Ce Spider-Man là, je vois dans quoi on veut s'embarquer. Et quand j'ai vu la série, je me suis dit, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Mais bon, on va détailler tout ça dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. L'eau c'est bon. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette série. Hein. Vous pouvez le voir. Une double page presque. Alors, je vais aller un petit peu franco. D'abord, la série s'ouvre sur l'histoire de Ben qui explique globalement son passé. Où on montre 2-3 éléments, c'est-à-dire que quand il était gamin, il aimait bien se battre. Quand il était adulte, il a fini par rencontrer une femme, il l'aimait tant.
Puis tu le vois faire son rôle de justicier quand il était en Spider-Man. Il y avait des idées franchement intéressantes. Et j'aime bien le fait que là, à un moment donné, d'un côté, tu le vois grimper au mur et se balancer. Et tu vois les événements sont passés dans le reflet d'une fenêtre. L'idée est intéressante, franchement. J'aime beaucoup l'idée. L'idée est très cool. Hein. Malgré que là, ça me fait chier qu'au quoi on passe sur des détails importants. C'est-à-dire le début du personnage en question. Là, c'est complètement balayé. On te l'explique dès le début, en l'espace de 30 secondes. Petite déception pour ma part. Mais en soi, l'ouverture est pas trop mal avec le plan sur le reflet des fenêtres. Pourquoi pas? Ça propose une idée intéressante, donc je dis pas le contraire. Je dis qu'au quoi, il y a une idée. Il y a une volonté, une volonté artistique, parce que je doute que dans les anciens Spider-Man en live action, on a ce genre de détails. Mais ça, très bonne idée de la part du réal. Ensuite, après ce passage-là, on fait la connaissance avec le générique. Et je dois admettre que le générique est plutôt bon. Franchement, le générique est très bon. Moi, je n'ai rien contre là-dessus. Je l'approuve totalement. Et d'ailleurs, j'espère ne pas avoir de soucis avec les copyrights parce que je vais vous faire un petit cadeau. Je vous mets le générique maintenant. Colors fading from the photograph. I could tell the story, but still you wouldn't know the half. This love was brought to life from shards of glass. When you kiss me, there's a shifting in the sepia tone. Can't escape the madness, baby, magnetism. Run away, but something pulls me back into it. Lately, I've been staring at a broken mirror, needing someone to come out. Et d'ailleurs, un petit truc que j'ai envie de vous poser comme question. Quand vous avez vu ce générique, ça vous a pas fait penser à quelque chose? Quelque chose de familier que vous avez déjà vu? Moi si. Ça m'a fait penser au générique d'intro de Spider-Man 2 et Spider-Man 3. Je trouve que il y a une similitude, c'est pareil quand tu vois des images qui bougent dans les petits carrés qu'il y a dans les toiles d'araignée. Je trouve que c'est tout à fait la même chose. Je pense qu'en fait le générique avait pour but de faire une ref au Spider-Man de Sam Raimi. Et franchement, très bonne idée. Très très bonne idée. Moi j'ai beaucoup aimé le choix de faire un clin d'œil au générique de Sam Raimi de ces 3 films. J'approuve. J'approuve totalement. Il n'y a pas de problème à ça. J'ai rien à dire là-dessus. Ça c'est très très joli. Franchement, très très joli. Et c'est un très bel hommage. Aussi, ce qui m'a beaucoup plu, et c'est ce qui m'a permis de rentrer complètement dedans, je sais que pour certains ça va peut-être pas plaire, mais moi j'ai su rentrer dedans, c'est l'ambiance des années 30, qui je trouve est plutôt bien retranscrit. Et on le voit de par les tenues que les gens portent, de par les véhicules de l'époque. Hein, c'est pas des Peugeot ou des 208 que tu as maintenant, qu'il y a eu dans les années 30. Hein, non. On avait vraiment les véhicules de l'époque, je m'étais renseigné, c'est les mêmes véhicules. Les cabines téléphoniques ne sont pas forcément les mêmes comme maintenant. On a des cabines téléphoniques où il fallait mettre des centimes et tout, et composer le numéro comme ça. Là, il y avait quelque chose d'intéressant. Donc le fait que là, on essaie de retranscrire correctement l'ambiance années 30 et de par les éléments importants qui fait qu'au quoi, tu n'es pas dans t'es pas dans notre monde à nous, t'es pas en 2026 quoi. Là, on te fait bien comprendre qu'on est vraiment dans les années 30 avec les moyens de l'époque. T'avais pas de télé, t'avais que la radio, t'avais pas les téléphones portables qu'on a maintenant. Je trouve que là, l'ambiance des années 30 est très bien retranscrite. Et c'est souvent le genre d'ambiance qui me plaise. Années 30, 50, 60, 80, ça me plaît. Tout simplement parce que avec tout ça,
On n'a pas les nouvelles technologies de maintenant qui fait que quoi, tu t'intègres plus au sein de la société. Tu es tout le temps caché derrière un écran. À cette époque-là, tu devais te démerder pour discuter avec les autres. Tu devais discuter et tout ça, il y avait de la joie et tout le monde parlait et tout ça. Tout le monde n'était pas accro à la technologie. C'est pour ça que les années 90, 90, les années 80, 90, 60 et années 30, j'aurais aimé connaître tout ça. J'aurais aimé être dans cette époque-là pour voir un peu comment c'était. Et je suis sûr que là, ça aurait été le bonheur absolu. Aussi, on représente bien aussi le côté enquête et la corruption au sein de la police. Ça m'avait beaucoup plu parce que si je me rappelle bien, à l'époque, il y avait pas mal de corruption, mais pas mal de flics qui étaient droits dans ses bottes et qui respectaient leur boulot de flic. Mais la corruption était souvent là, tout comme le côté raciste aussi, parce que dans cette série, on nous montre très bien qu'au quoi les blancs méprisent les noirs. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la série. Et j'étais me renseigner, évidemment, à l'époque, dans les années 30, les blancs étaient beaucoup racistes. Donc on va dire que c'est assez bien retranscrit, c'est très bien montré. Donc ce qui fait que là, c'est un point qui me plaît beaucoup, parce que on coche vraiment toutes les cases pour vraiment avoir les pieds dans les années 30. Et dans cette série, on nous le fait très bien comprendre, on est directement dans les années 30, t'es dans le feu de l'action, t'es dans l'ambiance années 30, t'es pas dans le New York de Sam Raimi, ni de Mark Webb, ni de John Watts, t'es vraiment dans cette New York là des années 30, franchement génialissime, rien que là j'ai déjà pris mon bonheur là. Alors la musique aussi colle parfaitement bien concernant les années 30, la musique correspond parfaitement bien, puisqu'à l'époque tu avais quoi? Tu avais des trompettes et du jazz. Et c'est tout à fait le type de musique que j'aimerais retranscrire moi si je devais adapter un film dans les années 30. Une petite mention au rat de Gotham qui lui est passionné de jazz. Voilà, petite dédicace à lui s'il regarde la vidéo. Bref, tout à fait le style de musique qui colle bien aux années 30. Et j'ai rien à dire là-dessus, c'est super propre. C'est super propre. On n'a pas beaucoup de musique de groupe. Enfin, on n'a pas de musique de groupe, genre on n'a pas de, je sais pas, des musiques de l'époque ou quoi que ce soit. Il n'y a pas. Bon, tant mieux. Tant mieux. Parce que vous savez que moi, j'ai horreur quand on fait des films ou des séries de super-héros et que tu mets des musiques de groupe H24. Ça me gonfle. Ça me gonfle beaucoup. Concernant Silverman, qui est pas trop mal, franchement, il est pas trop mal. L'acteur s'en sort plutôt bien, on voit dans ce qu'il essaie de faire. Après, je connais pas vraiment le personnage en question. Mais ce qui me dérange, c'est qu'en fait, ça devrait pas être lui la menace principale de ce Spider-Man là. Je rappelle, dans les comics Spider-Man noir, la vraie menace de ce Spider-Man là, c'est Norman Osborn. Dans cet univers, Norman Osborn est un parrain de la pègre. Et c'est également lui qui a qui a demandé à son bras droit, le vautour, de tuer Oncle Ben. Et pas simplement tuer, manger. Il a dévoré Oncle Ben. Et Peter l'a vu sous ses yeux. Et rien que j'avais lu ça, enfin que j'ai vu ça dans une vidéo pour apprendre un peu plus sur l'histoire de ce Spider-Man là, je m'étais dit, ok, là on va sur quelque chose d'assez sombre et ça me plaît. Parce que j'avais déjà dit qu'au j'aimais beaucoup la réécriture de la Trinité d'ici dans les absolutes. Et ici, j'aimerais bien que là, pour Spider-Man, je voulais voir quelque chose d'assez sombre. Et dans Spider-Man noir, j'ai clairement vu ça. Ce qui fait qu'au je surkiffe déjà cette version. Donc le problème, c'est ça. Silverman est bien, mais j'aurais préféré que ce soit Norman Osborn la menace principale. Peut-être que dans la saison 2, il sera là, je l'espère. Et puis aussi, l'acteur qui joue Silverman, je sais pas pourquoi, mais je verrais bien en Carmine Falcon. Il a une bonne tête et tout. Le rôle de gangster, mafieux et tout ça, je trouve qu'il le joue très bien. Franchement, cet acteur-là, si je choisis de le caster pour jouer Carmine Falcon, je dirais pas non. Franchement, je serais curieux de le voir à l'œuvre. Tout comme son assistant, à savoir Winston, qui est moyen. Il y a des petits airs d'Hammerhead par-ci par-là, même si c'est pas complètement Hammerhead. Ouais, parce qu'il faut savoir, c'est que dans les comics, ce Norman Osborn dans les comics, il a le vautour et Hammerhead comme bras droit. Genre c'est ses chiens, à chaque fois que Norman a besoin de quelque chose ou quoi que ce soit, il demande à un de ses deux sbires et voilà. Donc pourquoi pas.
Mais Winston est pas trop mal, franchement, même s'il ne fait pas long feu. Je pense qu'à partir du 2e ou 3e épisode, il se fait buter. Mais au moins, il est pas trop mal comme méchant. Là, je reviens sur un moment où, franchement, c'était vraiment dur d'avaler cette scène. C'est quand Ben fait son retour en tant que Spider-Man. La scène, je suis désolé, mais elle est pas ouf du tout. Genre, il atterrit sur... Il y a des voitures qui roulent, il atterrit sur le capot et hop, bam bam, il dézingue les mecs. Pas ouf, hein. Franchement, pas ouf. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus épique. Par exemple, quand tu me dis le retour d'un héros qui revient sur le devant de la scène après plusieurs années qu'on ne l'a pas vu, ça me fait penser déjà à Dark Knight Rises. Quand Batman revient pour la première fois, fait son grand retour sur son Batpod et qui est poursuivi par une armée de flics, ça c'est épique. Ou pour rester dans le thème de Spider-Man, dans Spider-Man 2, il enlève ses lunettes, il serre le poing, la musique de Danny Elfman commence à démarre, il récupère son costume au Daily Planet, et là toute la séquence et tout avec la musique et tout, putain mais ça te... Ah mais t'es émerveillé quand tu vois ça, même quand t'es gamin ou adulte, t'es émerveillé quand tu vois ça. Et moi je m'attendais à ce que là, on fasse quelque chose de beaucoup plus épique, ce qui n'est pas le cas. J'ai pas trouvé cette scène épique. Franchement, c'est une scène random que tu peux faire sur n'importe quel Gugus. Même pour un méchant, ça peut passer. Là, tu n'as rien. Tu n'as rien. Et c'est décevant. C'est décevant. Après, il rentre dans la voiture et il discute tranquille avec Silverman. Donc franchement, il y a un manque de musique aussi. Je m'attendais à une musique un peu plus spectaculaire. Et même la scène, je m'attendais à plus spectaculaire. C'est-à-dire, il manquait quelque chose pour que ce soit légendaire. Mais là, cette scène ne va clairement pas du tout, tout simplement parce qu'il atterrit sur le capot, enfin sur le toit de la bagnole, il dézingue les mecs, il les désarme avec ses toiles, et puis c'est tout. C'est tout. Puis il discute avec Silverman, et point barre. Il a fini. Ouais. Bon, je m'attendais à mieux, hein, mais bon. Dommage. Maintenant, on va en parler de ce Spider-Man-là. Ben Reilly, qui est incarné par Nicolas Cage. Je sais pas de quoi en parler en fait, je sais pas comment le préciser. Parce qu'en fait, je trouve vraiment il fait le rôle du vieux con. Et je trouve que sur certaines séquences, franchement, déjà, le choix de Nicolas Cage dans le rôle de Ben Reilly, enfin de ce Spider-Man là, je le trouve trop vieux en fait, beaucoup trop vieux. Parce que dans le comics en question, Peter a quand même l'âge du Spider-Man classique, c'est-à-dire que c'est un ado. Sauf qu'il est un petit peu plus baraqué et qu'il a des cheveux blancs, donc on va dire qu'il est un peu plus vieux, sans trop... Allez, il est peut-être pas jeune, il est peut-être un petit peu plus vieux, mais sans trop aller dans l'excès, c'est-à-dire la quarantaine, mais n'exagérons pas. Mais je trouve que franchement, je comprends pas le fait que là, ils ont comment dire, ils ont choisi un vieux boomer de 50 balais qui fait le con. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Et puis surtout, pourquoi Ben Reilly, le nom? Pourquoi Ben Reilly? Dans cet univers-là, c'est Peter Parker. Hein. Je vois pas pourquoi c'est Ben Reilly. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il n'avait pas les droits d'utiliser le nom, le personnage de Peter Parker. C'est peut-être ça. Mais bon, c'est dommage, hein. Parce que de base, Ben Reilly, dans les comics, c'est Scarlet Spider. Donc je vois pas pourquoi ils ont décidé de changer le nom du personnage en question, alors que dans les comics, c'est Peter Parker. C'est comme si tu faisais un comics Batman, sauf que derrière le masque, quand il commence sa carrière, c'est pas Batman, c'est Dick Grayson, d'entrée de jeu. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc je vois pas pourquoi ils ont choisi le nom de Ben Reilly pour ce Spider-Man là, qui ne me dérange pas plus que ça, hein. Tant que c'est un nom qui m'est familier dans l'univers des comics, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est juste que Ben Reilly, c'est Scarlet Spider. Et puis aussi, on sent que par moments, il a des douleurs à la tête, parce que c'est dû à son sens de l'araignée. Ah bon, ça fait si mal que ça, le sens de l'araignée? Bon, des petites douleurs parce qu'il est peut-être pas habitué à ça, pourquoi pas, à la rigueur, je veux bien.
Mais le coup du sens de l'araignée, qui a fort mal, hop, ça lui provoque des migraines. Ah, c'est comme si je me suis cogné la tête contre le mur. Tu sais, c'est un peu abusé. Hein. Et puis par moments, il y a des gestes assez exagérés, voire même des mimiques que je te raconte pas. Le mec fait des têtes, mais vraiment dignes de cartoon. Ou encore les gestes comme ça. Là. Ça, c'est un petit peu abusé. Bon, c'est marrant 5 minutes, hein, mais bon, tout le temps, c'est un peu bof, quoi. Ou quand il y a les jambes en l'air, comme ça, quand il dort, comme ça. Ainsi. Pas nécessaire, ça, franchement. Clairement pas nécessaire hein, qu'il fasse ça. Apparemment, les mimiques m'ont un petit peu gêné. Mais attention, je vais en revenir après, un petit peu plus tard, concernant l'humour. Vous allez voir, pourquoi j'étais pas un vieux aigri tout le long de la série, non. Et puis aussi, c'est qu'on a son origine, ainsi que celui des méchants, car ils étaient tous les deux réunis, ils étaient tous des soldats, pour une guerre en France. Alors, pourquoi pas, je veux bien. Le fait que quoi, ce Ben Reilly là était avant tout à l'armée, qui fait un peu référence à dans les comics, parce que dans les comics, c'est Ben Parker qui était à l'armée, et que la tenue que ce Spider-Man là qui porte, eh ben, c'est une tenue de pilote ou de militaire, quelque chose comme ça, je sais plus. Donc pourquoi pas là, le fait que là ils ont voulu faire en sorte à ce que Ben Reilly a été à la guerre, pourquoi pas. Et puis aussi on apprend qu'au quoi les Allemands, si je dis pas de bêtises, c'est les Allemands qui s'envahissaient ou alors c'est les Français, je sais plus. Bref, ils faisaient des expériences sur des humains où ils leur injectaient de l'ADN animal. Et là, ça donnait lieu à une scène assez horrible à voir. C'est vachement glauque. Déjà, le plan où on te montrait tous les lits avec toutes les personnes qui ont tous un sang animal et qui commencent à se transformer en cet animal en question. Putain, j'étais étonné. Notamment, l'origine de Ben Reilly en Spider-Man, parce que c'est là où on l'apprend, qu'en fait, il a vu un patient qui mélangeait son ADN avec celui d'une araignée. Et la scène m'a surpris que le mec, quand il tourne sa tête, il a sa tête à moitié araignée. Et là, il lui mord le bras. Putain, c'est barbare. Je m'étais dit, c'est toujours Spider-Man là ou je regarde un film d'horreur? Non, parce que quand tu vois les visuels, déjà le visuel du gars avec sa tête à moitié araignée, et qu'il sort des pattes et tout, putain, mais waouh quoi. Je sais pas comment ils ont fait là, mais très bonne idée. Et je suppose qu'à mon avis, c'est pour faire une référence à une autre version de Spider-Man qui existe dans le multivers, à savoir Man Spider, dans lequel Peter se fait mordre par une araignée. Et il y a des pouvoirs d'araignée, mais il se transforme en une véritable araignée. Je sais pas si ça a été un clin d'œil, mais pourquoi pas, j'aime bien. Séquence franchement exagérée, c'est que tu as une séquence quand tu as Ben qui veut récupérer son costume dans son ancien appartement qui est maintenant habité par un jeune couple. Le mec fait avec des dents en avant, des lunettes, en disant « Bonjour, je suis la femme de ménage !» Putain, cette scène-là, c'est abusé. Et puis, pourquoi t'as été caché ton costume là, sachant que tu sais que tu ne vas plus vivre là? Pourquoi tu l'as pas emporté avec, plutôt qu'au lieu d'aller emmerder le monde? Ah, parce que ça, je comprends pas ça. Je comprends absolument pas du tout. C'est qu'en fait, la séquence, je dois le prendre comment, en fait? Sérieusement? À la rigolade? Je sais pas. Je sais pas comment je dois le prendre, en fait. Le mec arrive comme un mongol, comme ça, avec des lunettes. Tu sais, vraiment, le cliché de lunettes, c'est que tu achètes une boutique de farce et attrape, là, les lunettes rondes comme ça, là. C'est typique la même chose. Hein. Et il dit « Oh, je suis le réparateur, je m'occupe de votre salle de bain. » Parce que, anecdote, c'est là qu'il a caché son costume dans un mur de la salle de bain. Il pète, il prend la caisse, déjà la valise qui fait penser également à Tobey Maguire. Il ouvre la valise et hop, il y a tout son costume. Et après, il disparaît et le mur, il le laisse comme ça. Hein. Je répète, pourquoi tu n'as pas gardé ton costume au lieu de le laisser là? Pourquoi tu ne l'as pas emmené avec toi? Je sais pas, c'est tout bête, hein. Même si tu sais que tu prends ta carrière de justicier, la moindre des choses, c'est quand même de garder un peu ton costume. C'est pas comme si tu vas déménager et que tu laisses ton costume là, tu y touches plus. Enfin, je sais pas, c'est logique. C'est logique. Si tu as oublié quelque chose là-bas et que tu ne vis plus, tu vas pas aller emmerder le monde en disant « Ah, désolé, j'ai récupéré ça, c'est à moi en fait. » Alors, Janet, qui est la secrétaire de Ben dans son bureau de détective privé,
Eh ben, elle, c'est la cliché par excellence de la secrétaire. La secrétaire comique même. Elle m'a fait même penser à la collecte bureau de Patience Phillips dans Catwoman. Par moment, hein. Elle m'a fait penser à ce personnage-là. Hein. Mais ça, franchement, exagéré. Même par moment, elle fait une petite blague avec le sens d'araignée. Elle disait, vous savez ce qu'il dit, le sens d'araignée? Il dit, mettez-vous au travail. Bon, je sais pas si je dois le prendre à la rigolade, hein, parce que... Bon, comme j'ai dit, il y a des blagues qui m'ont fait rire, et d'autres non. Mais il y a quand même des trucs qui m'ont fait rire, je vous rassure. Donc Jeannette, pas plus que ça. Bon, au moins on sent quoi, elle en a marre d'être là, elle veut avoir une vraie vie et tout, parce qu'elle en a marre d'être payée au lance-pierre. Et quoi, le cabinet ne marche plus vraiment. Voilà. Bon, ça fait penser un peu à la série Daredevil avec Nelson et Murdoch. Voilà, c'est à peu près pareil. Hein. Donc voilà, je vais pas cracher là-dessus. Concernant Robbie Robertson, en soi, très bien. J'ai rien à dire. Robbie était excellent. Je trouve très bon. Peut-être assez jeune pour le coup, mais au moins très bon. Et en plus, en avançant dans la série, il va récupérer son boulot de journaliste au Daily Bugle. Et si je me rappelle bien, dans cette version-là de ce Spider-Man-là noir, Jameson n'est pas chef, je pense, au Daily Bugle. J'ai un doute. Je pense que j'ai un doute. Corrigez-moi en commentaire si c'est vrai, mais j'ai un doute affreux. Mais en soi, Robbie, j'ai rien à dire, je le trouvais très bon. Très bon. Je le trouvais même assez atypique, je trouve. Il a un physique assez atypique par moment. Mais en soi, il fait son boulot de journaliste, donc tout va bien, j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, Kat Hardy. Donc déjà, encore une fois, pourquoi changer de nom? Parce que Kat Hardy, ça veut tout dire, ça fait référence à Felicia Hardy, alias Black Cat. Mais pourquoi avoir encore une fois changé de nom? Parce qu'encore une fois, dans les comics, et même dans le jeu Spider-Man Dimension, elle s'appelle Felicia Hardy, pas Kat Hardy. Donc encore une fois, est-ce que c'est un souci de droit? Je sais pas. Je croyais que quand Marvel adaptait quelque chose, ils avaient les droits sur tous les personnages. Bon là, c'est pas Marvel, hein, c'est Prime Video qui fait un partenariat avec Marvel. Donc je veux bien. Mais s'il te plaît, Kat Hardy, pourquoi ne pas l'appeler Felicia? Pourquoi ne pas l'appeler Felicia? Et j'aurais préféré que par exemple, on voit également son père, Walter Hardy. Mais au final, non. Bon, c'est pas grave. Hein. Au moins, il pensait quand même à une Hardy. Parce que la seule fois où on a vu une Hardy en live action, c'était dans Amazing Spider-Man 2. Qui n'est pas Black Cat, c'est juste l'assistante de Harry Osborn, mais elle n'a pas été Black Cat. Et ça, dommage, quoi. Parce que moi, Black Cat en live action, je l'attends toujours. Hein. Et je suis quand même trouvé, allez, pour en revenir quand même sur le personnage, je l'ai trouvé assez sympathique, elle a du caractère. Donc en soi, je l'ai trouvée assez attachante par moment. C'est pas un personnage détestable, franchement. C'est un personnage que j'apprécie plutôt bien. T'as même une séquence où elle se met à chanter dans le gabaret en question, dans lequel le gabaret appartient à Silverman, si je dis pas de bêtises. Eh bien, à un moment donné, tu la vois chanter. Puis au moment où Ben arrive, s'assied au bar et la regarde, c'est joli. Franchement, elle a une tonation parfaite dans la voix. C'est joli, quoi. Moi, je suis emballé par ça. Quand quelqu'un chante bien, qui est sur scène comme ça dans un bar ou quoi que ce soit, quand quelqu'un chante bien, je me laisse emporter par non seulement l'artiste et la chanson. Et là, vu qu'on est dans les années 30, ben là, que demander de plus? Que demander de plus pour moi? Donc très joli, franchement très joli. Kat Hardy, j'ai pas à dire grand chose. À part une séquence qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs je sais pas si je l'ai noté quelque part. Non. T'as une séquence où ils ont voulu faire une référence à Gwen Stacy. À un moment donné, Kat, elle va se jeter par la fenêtre pour vérifier si Ben est bien Spider-Man. Et le mec va se trahir, c'est-à-dire qu'il va la sauver avec des toiles. Et quand tu la vois remonter, il y a des toiles sur elle. Et ben, ça fait clairement penser à quand Peter essaie de rechoper Gwen et qui rate à son coup. Et donc, ce qui va causer la mort de Gwen. Dans Amazing Spider-Man 2. Ou dans le comics. Donc très bien, une petite référence encore une fois à la mort de Gwen Stacy, pourquoi pas aussi, hein, j'aime bien. Bon, parlons des trois autres méchants.
Parce que oui, il n'y a pas que Silverman, il y a 3 autres méchants. Alors, Flint Marko, qui est entre guillemets le garde du corps et compagnon de Kat. En soi, je l'ai trouvé convaincant, ce Flint Marko, je l'ai trouvé intéressant. Malgré que c'est sa deuxième apparition en live action, la première fois qu'on l'a vu c'était dans Spider-Man 3, et Thomas Hayden Church reste toujours incroyable dans Spider-Man 3, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Jusque là, dans cette version, il y a... on n'est pas sur le côté vraiment massif, grosse créature de sable qui mesure 3 mètres de haut. Non, là on est plus sur quelqu'un qui est en sable et qui transforme uniquement ses mains en sable. Voilà, on va pas sur le côté gros monstre et tout ça. Là on essaie vraiment de faire quelque chose d'assez terre à terre. Alors, c'est... Je suis le cul entre deux chaises par rapport à ça. Alors, il y a déjà les trucs de sable, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais le fait qu'on n'a pas... on le voit pas assez grand et tout ça comme on pouvait avoir dans les comics, ça m'emmerde un peu. Et puis aussi, c'est que dès que tu commences la série, il est déjà l'homme sable. Hein. Voilà. Pas d'origine story ni quoi que ce soit. Voilà. Donc on va dire que Flint Marko, je suis un peu en demi-teinte par rapport à ça. Tombstone. Tombstone. J'ai pas grand chose à dire sur lui. Juste envie de dire qu'il est sympa, même si c'est pas vraiment une grosse menace. C'est juste quelqu'un qui veut qu'on lui foute la paix. Et que tu vois apparemment qu'il ne supporte pas les blancs. Il supporte pas les blancs parce qu'il prend vraiment au pied de la lettre le fait qu'au quoi les blancs méprisent les noirs. Donc quand je vous dis qu'au quoi le côté raciste de l'époque est très bien retranscrit dans la série. Donc Tombstone, ouais, malgré que je m'attendais à un peu plus grand, parce que quand tu vois le Tombstone des comics, il est un peu plus grand. Là ils ont fait un mec random comme ça. Ouais, et puis son maquillage là avec des écailles et tout ça. Et à un moment donné, je m'étais dit, c'est qui? J'avais eu du mal à reconnaître que c'était Tombstone. Hein. Au début, je pensais que ce serait, je sais pas moi, l'iguane ou un truc ainsi. Mais franchement, pas terrible le maquillage sur Tombstone. Hein. Vraiment pas terrible. C'est vraiment pas ouf du tout. Moi, je m'attendais à beaucoup plus spectaculaire à voir. Hein. Mais pas à ce point-là. Hein. Ce point-là est vraiment pas ouf. Hein. Ensuite, on a Megawatt. Alors, je me suis fait l'erreur parce qu'au début, je pensais que c'était Electro. Au final, non, c'est Megawatt. Et j'ai été me renseigner. C'est bien un méchant qui existait dans les comics. Alors, ok. Ok. Mais, je ne l'ai pas trouvé très impressionnant. Franchement, pas très impressionnant. Comment je vais décrire ça? C'est un gros, il maîtrise l'électricité. Et il est con. Voilà, tout ce que je peux dire. Et puis on a Inferno, qui pareil, c'est moyen. Sauf que lui, c'est un personnage que je ne connais pas du tout. Je connais pas du tout. C'est un mec qui balance du feu et tout. Mais inconnu au bataillon. Je ne sais pas du tout qui est ce méchant. Donc aussi moyen. Donc on va dire que les 3 mecs en question, c'est... Enfin les 4 même, si je peux dire ça comme ça. On va compter aussi Flint Marko. Les 4 méchants en question m'ont pas spécialement marqué. Je vois dans quoi ils voulaient partir. Mais en soi, c'est pas vraiment ouf. Hein. Ces méchants sont bien, hein, mais j'aurais préféré les classiques que je connais. Hein. C'est-à-dire Hammerhead, Vautour et Norman Osborn. J'aurais préféré avoir ce classique-là pour vraiment être ancré dans l'univers en question. Hein. Mais bon, c'est que mon avis. Aussi, comme je disais... Ces personnages-là ont tous eu un lien avec Ben puisqu'ils étaient tous dans le groupe en question qui est le groupe de soldats lors de la guerre en France. C'est-à-dire qu'il y avait Flint, il y avait Inferno, il y avait Tombstone, il y avait aussi Megawatt. Ils faisaient tous partie de la même équipe de soldats. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Ce qui voudrait dire que c'est à ce moment-là qu'ils ont eu leur pouvoir. Parce qu'on suppose que dans la série, c'est à partir de là que ces 4 Gugus-là ont eu leur pouvoir. Ce qui ne serait pas totalement une mauvaise chose. Montrer qu'au quoi le héros est lié quand même au méchant. C'est-à-dire que
Lui, il s'est créé à la fois le héros en lui, mais il a aussi créé les méchants sans s'en rendre compte. Pourquoi pas? Franchement, je vois pas ce qu'il y a de si horrible là-dedans. Moi, j'aime bien quoi. Le héros a un lien précis avec le méchant, j'ai absolument rien contre. Ça montre quoi le héros a profondément été marqué par quelque chose et qu'il sait quoi ce qui se passe avec le méchant en question et il se sent en partie responsable. Je vais y arriver. Il se sent en partie responsable. Donc le fait à chaque fois qu'il voit le méchant, il repense à son passé et il est obligé de dire s'ils sont comme ça, c'est à cause de moi. Moi j'aime bien ce genre d'idée. Il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup. Maintenant je reviens sur un point et là je vais vraiment mettre les points sur les i parce que ça m'énerve. En gros, on arrive ici dans un nouvel univers, mais tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu tout simplement parce que on te dit tout le début de ce Spider-Man là en question, quand il était gamin, il aimait bien frapper des gens, qu'il a rencontré la femme de sa vie, qu'elle est morte dans sa voiture pendant une noyade et qu'il n'a rien pu faire pour la sauver. Et il te parle vite fait de sa morsure d'araignée. Donc en gros, on a un Spider-Man ici qui a, je sais pas, 50 balais et t'as rien vu. J'ai horreur de ça. Vous savez très bien que moi j'ai horreur de ça. C'est pour ça que, comme j'ai toujours dit que je chie sur le DCU de Gunn, là c'est pareil. Pour Marvel c'est pareil. Parce que je suis contre le fait que quand tu adaptes un personnage, tu le balances pas comme ça. Il faut avoir un film ou une série qui explique son passé, comment il a eu ses pouvoirs, comment il a pu... comment il a pu créer son personnage de héros et ses premiers pas en tant que héros. C'est ça que moi je veux voir. Et là, ne me sortez pas la carte du « on la connaît son origin story ». Non, non. Ce Spider-Man là n'a pas la même origin story que le Spider-Man classique, comme je l'ai dit. C'est un Peter qui vivait avec son oncle et sa tante. Son oncle se fait tuer et dévorer par le vautour. Peter qui a vu ça devant ses yeux et qui rêve de se venger d'Osborn, ainsi que de Vautour et de Hammerhead qui sont liés à ça. Et là, il devient un Spider-Man. Et c'est un Spider-Man qui ne fait pas de blagues. Hein. Il fait très peu de blagues. C'est un Spider-Man un peu à la Batman. C'est-à-dire qu'il est assez sérieux et il balance une pique ou deux par-ci par-là, c'est tout. Voilà la différence. Ce Spider-Man-là n'a aucun lien avec le Spider-Man, cette version des comics. Donc le fait que là, on arrive dans un nouvel univers et qu'on te dit, on n'a pas besoin de la connaître son origin story. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça fonctionne, bordel de merde. Quand est-ce que vous allez vous rentrer dans le crâne, franchement? Et puis aussi, c'est qu'on t'apprend aussi que tous ses alliés connaissent son identité. C'est-à-dire que Jeannette et Robbie connaissent son identité. Ils savent que Ben est Spider-Man. Et comment ils l'ont su? Bolotte. Voilà pourquoi je dis que quand tu commences un nouvel univers, tu fais pas les choses à moitié. Là, ils ont voulu aller trop vite. Pour moi, j'aurais voulu par exemple que la série commence où tu vois, comme je l'ai dit, l'origine à la guerre en France et tout ça. Il se fait mort par une araignée, par une araignée mutante et tout ça, d'accord. Et après, il teste ses pouvoirs. Il arrive à devenir héros, entre guillemets, et il arrête des menus frottins et un petit malfrat en question. C'est tout. Mais tu fais pas style le héros qui arrête sa carrière de justicier et que 5 ans après, il réenfile le costume. Tu fais pas ça, quoi. Donc ça me gonfle. Ça me gonfle, ce genre de choses. Tu fais pas ça, quoi. Alors, concernant l'humour, je vais dire que c'est moyennement correct. Voilà, je vais dire que ça passe. C'est pas super pour moi. C'est pas hyper casse-couille, mais au moins ça va. Je vais pas cracher là-dessus. Il y a pas mal de choses reloues, mais pas tout. Parce que je me rappelle, il y a une blague qui m'a fait rire. C'est en fait Ben qui se tient près d'une cabine téléphonique comme ça, avec sa clope. Et t'as une femme qui court pour essayer d'accéder au téléphone. Et il dit, non, non, ça marche pas, toutes les cabines du quartier sont foutues. Elle dit, ah c'est dommage parce que je voulais appeler mon mari, nanana, tu sais, elle raconte sa vie et tout. Ben il fait, ah bah ouais, je comprends. D'un coup, le téléphone sonne et il fait, oh, bah désolé. Oh, bah désolé, tu sais, avec un gros sourire et hop, il va, hop. Il prend le téléphone et la femme, elle le regarde comme ça. Ça m'a fait rire.
Ça m'a fait rire. Ceux qui ont vu la série savent de quelle scène je parle. Ça, ce passage-là, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que ça, je me dis, ça, c'est un truc de salopard que tu pourrais faire dans la vraie vie et ça me fera autant rire. Ensuite, t'as une scène de baston dans un bar, qu'on est à la fin de la série. T'as une scène de baston dans un bar où Ben tabasse des petits cons, des petits branleurs, en mettant son masque de Spider-Man et il les bat alors que le mec est bourré. Ouais. Quand t'es bourré, c'est pas le meilleur moment pour te battre. Hein. Parce que là, il arrive à te foutre des patates et tout ça, alors que je rappelle qu'il est bourré. Hein. Bourré, t'arrives pas à te mettre une droite comme ça. Non, tu fais juste ça. Et c'est tout. Mais le mec arrive quand même à te décocher des droites, arrive aussi à te foutre à terre, alors qu'il est bourré. Et d'ailleurs, les gosses n'ont pas fait le lien qu'au quoi le mec qui vient de sortir et qui venait de parler, eh bien en fait c'est le même gars parce qu'il a la même tenue. Et même le barman dit rien. Je sais pas. Personne n'a trouvé le lien, parce qu'à ce moment-là, son identité aurait déjà sauté là. Hein. Le barman il aurait deviné qu'au quoi Ben. En plus Ben est connu dans toute la ville. Hein. Donc là, le barman il serait capable de poucave qu'au quoi Ben Reilly est Spider-Man. Mais bien évidemment, il ne dira rien. Et aussi, on reprend la célèbre phrase culte de Spider-Man, hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Sauf que là, comment on te le dit, ça ne marche pas puisque c'est la femme de Ben qui dit ça. Elle dit ça, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais même, il te le redit au début du premier épisode, quand il dépose quelque chose sur la tombe de sa femme. Mais c'est pas aussi spectaculaire, pas aussi charismatique que l'oncle Ben dans Spider-Man de Sam Raimi. C'est pas aussi charismatique que ça. Donc dommage, hein, je veux bien qu'au quoi tu reprennes la phrase culte, mais là, il n'y a quasi rien. C'est vide, c'est dit comme ça sort comme ça d'un... Comme si tu sors un lapin dans un chapeau. Aussi, on t'apprend qu'en fait, si les méchants veulent être guéris, en fait, ils ont besoin du sang de Spider-Man. Donc en fait, on reprend la même comment dire, idée, la même solution comme on a vu dans Amazing Spider-Man 2. On refait la même chose. C'est-à-dire, on a besoin du sang de Spider-Man pour que la personne soit guérie. Comme dans le film Amazing Spider-Man 2, où Harry avait besoin du sang de Spider-Man pour être guéri de la maladie la même maladie que son père a eue. Sauf que quand il l'a fait, ça l'a transformé en bouffon vert. Donc je n'ose pas imaginer ce qui serait passé si ça avait été le cas. Sauf que bien évidemment, c'est pas du tout le cas. Parce que tu apprendras plus tard qu'en fait, son sang, en fait, c'est l'antidote idéal. Ça, franchement, quand c'est un truc vraiment copier-coller, on dirait qu'on n'a pas grand-chose à raconter. On n'a vraiment pas grand-chose à raconter. Et puis parlons-en de ce Spider-Man-là, notamment son costume, que je suis désolé, mais je trouve moche. Franchement moche. On dirait un cosplay fait maison, là. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf du tout. Franchement, j'ai trouvé le costume assez craignos. Alors que, je sais pas, tu prends par exemple l'apparence qu'il a dans Spider-Man Dimension, je trouve plus classe. Full cuir et tout, là, il y a la classe. Il a la méga classe. Alors que là, il a quoi? Une longue veste, un chapeau pour se battre. Pas très facile à garder. Hein. Parce que tu fais un salto, le chapeau il tombe. Hein. Alors que dans le jeu Spider-Man Dimension, il avait un meilleur chara-design. Même dans le comic, c'est pareil. Il a un meilleur chara-design, une cagoule avec des lunettes style lunettes de pilote, une veste en cuir et tout ça. Là, Spider-Man là avait de la gueule. Contrairement à là qui n'a pas de gueule. Ce costume là, je le trouve moche. Mais par contre, j'aime bien qu'au quoi ils ont essayé de reprendre les yeux comme on a dans le jeu et les comics en question, donc il n'y a pas de souci. Et ce que j'ai aimé, c'est que les yeux s'illuminent. Parce que tu as une séquence où il va s'infiltrer dans la demeure de Silverman, la nuit, et là il active ses yeux, et là tu vois des grands yeux blancs dans le noir. Putain, ça fait film d'horreur. T'imagines, tu dors, tu ouvres les yeux, tu vois ça au coin, des yeux blancs comme ça, dans l'obscurité qui t'observe. Ça te fout les jetons.
Mais l'idée est très bonne. Le fait qu'on a les yeux qui s'illuminent, moi j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Donc en termes de pour l'infiltration, pourquoi pas. Mais ça se grille facilement. Parce que s'il y en a un qui lève la tête et qui le voit, voilà, c'est pas ouf. Mais pour cambrioler ou quoi que ce soit, putain, l'idée est stylée. Hein, Catwoman? Va prendre des cours avec ce Spider-Man là, il va te donner des idées. Ah aussi, je pense qu'il y a encore une fois un souci de traduction parce que dans la série, on l'appelle l'araignée ou l'homme araignée. Pourquoi vous ne pouvez pas l'appeler Spider-Man? Tout simplement. Encore une fois, est-ce que c'est un souci de droit? Vous n'avez pas le droit de l'appeler Spider-Man parce que c'est une série, vous n'avez pas le droit? Non, parce que là, on surnomme le héros l'araignée. La dernière fois qu'on l'a appelé l'araignée, c'était là-dedans. Trop tard, araignée. Tu le paieras cher si tu lui fais du mal, Octo. Araignée, comment as-tu été attrapée? C'est bien ce que je me demande. Ah, vous le voyez, vous le sentez, hein, là, le truc qui a pris un coup de vieux, là. Avec la voix insupportable. Je sais pas pourquoi on le surnomme l'araignée. Tout le long de la série, je m'étais posé la question, pourquoi vous l'appelez l'araignée? Appelez-le Spider-Man, tout simplement. Puis on va dire qu'au les séquences de balancement, ça va encore, même si on les voit pas beaucoup. Hein. Tu vois qu'une scène ou deux, c'est tout. Tout le reste, c'est à la manière d'un Batman. Hein. Alors, tu as une scène où là, j'ai levé les yeux. À un moment donné, tu as Flint et Tombstone qui viennent libérer Megawatt. Ils sont dans un commissariat. Et là, tu as deux flics qui sont comme ça devant leur bureau. Les mecs entrent, bien menaçants et tout. Tu vois qu'ils activent leur pouvoir et tout ça. Et les deux flics, ils s'en tartinent le fion. Ils s'en battent les couilles complètement. Je sais pas, tu vois deux mecs, deux méta-humains qui ont des super pouvoirs, tu les vois arriver devant toi, tu sais que tu vas te faire péter la gueule, et t'en as rien à branler. Putain, les flics à New York, putain, on dirait les mêmes flics que t'as dans les films de Sam Raimi, c'est la même chose. Hein. Non, parce que même dans les films de Sam Raimi, les flics sont débiles. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Hein. Alors on a quand même des petits plans assez stylés, notamment dès le premier épisode, tu vois un plan où tu vois Spidey sur un toit, avec l'éclair qui frappe, et la seconde d'après, il n'est plus là. Ça, joli à voir, j'aime beaucoup. Ensuite, tu as un gros plan, ouais, c'est ça, un gros plan sur les barres. À un moment donné, tu le vois assis avec deux personnes au loin, et tu vois que la caméra est assez éloignée pour bien montrer qu'au quoi le comptoir est immense. Ça, c'est super joli. Tu as aussi un autre plan où tu as une araignée sur la main de Ben. Ça, c'est super joli. Ça, j'ai trouvé ce plan très très beau. Et mon préféré, c'est tu as un plan où tu as le visage de Felicia dans un coin en premier plan. Tu as un miroir à côté d'elle qui permet de voir de l'autre côté le visage de Ben. Franchement, les idées de plans comme ça, génial. Quand tu es investi dans la mise en scène et tout ça, là, je dis bravo. Il n'y a aucun souci, je surkiffe. Je surkiffe à mort. Ensuite, à un moment donné, Ben va se faire capturer par le médecin en question, par la vieille folle, là, la vieille pétasse, là, avec l'autre là qui est son fils, mais qui malheureusement est devenu vieux. Donc l'assistant en fait est cool, mais pas l'autre. L'assistant, donc le fils est sympa et la mère, non, c'est une vraie pétasse. Le cliché classique, hein. Le cliché qu'on a vu 150 milliards de fois. Qu'est-ce que ça m'avait gonflé de voir ça, quoi. Et la meuf fait ça avec sourire, hein. Donc encore une fois, un personnage on prend un malin plaisir à détester, mais pourtant une actrice qui joue extrêmement bien. Et j'ai bien aimé qu'au quoi on a des visions assez terrifiantes. À un moment donné, quand il va se faire ouvert un peu avec un scalpel, tu vois des araignées sortir de lui. Putain. Ah, faut pas être arachnophobe pour penser qu'au quoi il y a des araignées qui vivent en toi, parce que là... certains, ils monteraient au plafond, soit ils s'évanouiraient complètement. Hein. Et aussi, à un moment donné, il va faire face à son alter ego, c'est-à-dire qu'il va voir sa version de Spider-Man. Ok, pourquoi pas. Son alter ego qui lui remet les baloches et qui essaie de lui reprendre conscience. Ok, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, c'est pas vraiment le genre de choses que j'avais envie de voir. Et puis aussi, c'est qu'à un moment donné, quand tu as
Silverman et les autres qui rappliquent, ils vont dans le sous-sol et on voit qu'au coin il y a des monstres ratés, enfermés dans des cuves, voire des cages et tout ça. Putain, glauque. Glauque de chez glauque. En fait, ça m'a fait penser à la mission d'intro que tu as dans Gotham Knights. Tu sais, quand tu vas dans la cachette du Dr. Langstrom, tu vois des animaux enfermés dans des cuves. Ça, c'est glauque à voir. Ce passage-là m'a fait penser à Gotham Knights. Je sais pas pourquoi. Le fait que tu vas en dessous, dans un sous-sol, et que tu vois des monstres, des bêtes de foire ratées, des monstres ratés, complètement déformés et tout ça. T'as même un qui reconnaît un de ses collègues. Glauque de chez glauque. Hein. Aussi Ben qui veut redevenir humain, car il ne se sent plus digne d'être Spider-Man. Vous n'avez pas l'impression que vous foutez un peu de ma gueule là, parce que c'est encore une fois un truc qu'on a déjà vu. Hein. En fait, t'as l'impression qu'ils ont pondu principalement sur Spider-Man 2. T'as l'impression qu'en fait c'est juste un copier-coller de Spider-Man 2 en prenant un peu d'éléments de Spider-Man noir. Moi je sais pas, mais j'ai l'impression de voir ça en fait. Hein. Moi je vois ça. C'est juste une repompe de Spider-Man 2, tout simplement. Et puis je reviens sur aussi une autre séquence qui m'a énervé. Quand Ben fait plusieurs séquences pour montrer à Jeannette qu'au quoi il est Spider-Man, tu le vois avec un chapeau et les lunettes en slip, en se disant c'est moi l'araignée. Hé Jeannette, c'est moi l'araignée. Ah là, tu te souviens, c'est moi, je suis l'araignée. 5 fois que ça fait cette scène, on a compris. On a compris, mec. Si c'est pour nous montrer ça et te ridiculiser, c'était vraiment pas la peine. Hein. Parce que moi, j'aime pas quand on montre des personnages ridiculisés comme ça. Puis Nicolas Cage... En soi, c'est pas un mauvais acteur, hein, mais par moments, il faudrait qu'il arrête un peu de faire le con. Et puis la fin, qui est assez classique. Bon, il se passe pas vraiment grand-chose, franchement. Il se passe pas grand-chose, à part une séquence de tension avec Silverman et Ben, où Silverman était à 2 doigts de démasquer Ben. Il était à 2 doigts de découvrir que Ben était Spider-Man. Sauf que ça a été rattrapé par Robbie qui arrive sur place habillé en Spider-Man pour pas faire en sorte à ce que Ben soit cramé d'office. Mais Robbie fait le con encore une fois. Il dit « Et n'essayez pas de m'approcher, hein, sinon je vous fous comme ça avec mes doigts. Hein. » Craignos. Craignos. Et puis affrontement final où tu as Ben qui arrive à guérir tous les méchants. Donc un combat qui me fait penser à la fin de No Way Home. Ouais, c'est pas vraiment un combat pareil que j'imagine. Par contre, ce qui est bien, c'est que le costume prend plein la gueule. Tu vois son masque à moitié déchiré. D'accord, ça je veux bien. Parce que moi, je veux voir un héros que quand il bat son méchant, son costume doit laisser des souvenirs. Montrer qu'au quoi, il a eu un combat difficile et qu'il s'en est pris plein la gueule. Et puis aussi, c'est qu'à un moment donné, tu as Kat qui va essayer de tuer Silverman dans un couloir rempli de miroirs. Elle tire sur plusieurs miroirs à chaque fois, je vais y arriver. Et il y a un plan où tu vois à moitié Silverman, à moitié Kat. Ça, joli à voir. Waouh. Très joli. Très très joli. Et donc voilà. Donc pour conclure, Spider Noir, en soi, la série a fait une proposition intéressante d'adapter un autre Spider-Man autre que le Peter Parker. Enfin, autre qu'une version classique de Spider-Man. J'étais vraiment pour cette idée-là. Malgré que là, ils ont dû modifier quelque chose, beaucoup d'éléments, simplement parce qu'à mon avis, ils n'avaient pas le droit sur le personnage principal, c'est-à-dire, ils ne pouvaient pas redire le nom Spider-Man, ils ne pouvaient pas redire Peter Parker. Donc je pense que, ok, ça avait tendance à emmerder un peu le monde. Mais en soi, la série, je la trouve assez moyenne, mais ça se regarde quand même. Tu passes pas un mauvais moment, franchement. Tu passes un plutôt bon moment. Il faut savoir s'accrocher notamment à l'humour, parce que l'humour, t'as tendance à lever un peu les yeux en l'air. Mais en soi, ça va encore. L'ambiance années 30 est sympa.
Le personnage, tu peux potentiellement le kiffer. Les méchants, voilà, ça va encore. Il y aura 2-3 bidules qui vont peut-être t'emmerder. Mais en soi, c'est une série qui vaut le coup, franchement. Tu peux la regarder. Parce que je sais pas s'ils vont faire une saison 2. Parce que je n'ai pas entendu qu'au quoi il allait avoir une saison 2. S'il n'y a qu'une saison, parce que vu comment ça se termine, ça s'ouvre. Il n'y a pas de fin ouverte et tout ça. Donc je me dis, si ça reste là-dessus, pourquoi pas? Moi, je serais pas contre. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Donc en gros, Spider-Man noir, pas trop mal. Pas trop mal. Pouvez mieux faire, mais pas trop mal. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la série, ou si certaines personnes l'ont déjà vue, dites-moi en commentaire alors qu'est-ce que vous en avez pensé globalement. Et donc là, on va s'arrêter là pour cette vidéo papotage. J'espère que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui serait extrêmement plaisant et qui motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'attire quand même des vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le gros bisous à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous. Putain, en plus, c'est chaud ici. Et j'ai soif.